Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de Je t'offre un rail, le podcast qui va vous rendre accro au train. Je suis Tolt, votre chef de bord pour cet épisode réalisé avec le soutien de SNCF Connect, l'application qui permet d'organiser, réserver et gérer vos trajets de tous les jours comme des grands jours, tout en limitant votre empreinte carbone. Pour la tranquillité et le respect de tous, nous vous invitons à utiliser des écouteurs pour profiter de ce podcast. Toute l'équipe au rail se joint à moi pour vous souhaiter un bon voyage, attention au départ et à la fermeture automatique des portes. Salut Fakir. Salut. Merci beaucoup de venir nous voir. Merci de nous recevoir. Donc là, comme tu le vois, on est dans la Tour de l'Horloge à Gare de Lyon. Donc c'est un lieu qui est absolument somptueux. Donc c'est bien pour les images, mais que nos auditeurs ne s'étonnent pas. Il peut y avoir un petit peu de bruit, l'acoustique est pas forcément parfaite, mais on s'est dit que c'était quand même assez cool de tourner un podcast sur le train dans ce lieu un peu emblématique. J'ai une première question pour toi. Quand est-ce que tu as pris le train pour la dernière fois ? En fait, la dernière fois que j'ai pris le train, c'était pour revenir de Londres, et donc c'était l'Eurostar en fait, le dernier. Ok. Voilà. Donc ça, c'était il y a quelques semaines. Ça, c'était fin novembre. Ouais. Ok. Et alors, est-ce qu'on pourrait dire que toi, t'es un peu addict au train ? En tout cas, c'est un moyen de transport que je privilégie toujours pour plein de raisons. Ce serait mentir que de dire que la première raison, c'est vraiment l'écologie. La première raison, c'est parce que j'ai peur en avion. Ok. Déjà. Du coup, il y a un vrai truc de physique, en fait, j'ai envie de dire, qui m'encourage à prendre le train quand c'est possible. Et ensuite, évidemment, la raison écologique qui fait de plus en plus sens et qui est de plus en plus urgente fait que ça m'encourage à repenser. Et du coup, je suis plus obligé de mettre en avant cet argument que j'ai peur de l'avion. Je peux dire non, mais c'est parce que je suis écolo, comme ça. Ouais, ça t'arrange bien. En fait. Voilà, exactement. Ok, alors, maintenant qu'on sait à peu près comment tu te places dans cette addiction au train, moi, ce que j'aimerais que tu fasses peut-être, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas, que tu te présentes un peu, que tu nous expliques un peu ce que tu fais dans la vie. Je suis, connu sous le nom de Fakir pour faire de la musique électronique depuis une grosse dizaine d'années. Et voilà, c'est de la musique électronique un peu qui colle bien un peu avec le sujet, parce que c'est un truc qui invite un peu au voyage, avec des samples des samples, c'est-à-dire des petits bouts d'instruments ou de voix qui viennent de musique traditionnelle, généralement un peu de l'autre bout du monde. Et donc il y a une dimension très échappatoire, très voyage imaginaire, etc. dans tout ce que je fais, parce que c'est comme ça aussi que je consomme l'art de manière générale. C'est un moyen pour moi de m'échapper du réel, quoi. Et ça fait donc 10 ans que tu fais ça. Est-ce que tu as toujours fait ça ? Ou est-ce que tu as eu une formation un peu différente ? Comment t'es venu justement à la musique ? Je suis venu à la musique très très tôt parce que mes parents sont profs de musique tous les deux. Et du coup, ils m'ont inscrit au solfège, à l'éveil musical et tout quand j'étais vraiment petit. Et ensuite, j'ai eu une culture par eux, j'ai eu une culture très rock, un peu rock old school, tu vois, années 70, années 80. Et au lycée, du coup, je me suis mis à la guitare, j'avais les cheveux longs et j'étais un hippie. En fait, je doublais cette espèce de passion pour la musique avec un côté un peu geek, tu vois, dans mon coin, je jouais aux jeux vidéo beaucoup et du coup, j'ai acquis comme ça une espèce de maîtrise des machines et des ordinateurs, enfin, en tout cas, un amour pour toute cette dimension-là. Et en fait, en alliant ces deux trucs-là, tu vois, la pratique instrumentale et l'amour des machines, j'en suis venu à faire de la musique électronique assez naturellement, pas parce que j'aimais bien la musique électronique, d'abord, mais parce que j'avais ces deux passions, tu vois. Et ensuite, en accédant à ce monde-là de la musique électronique, j'ai découvert du coup des artistes qui m'inspiraient, et ça a été surtout la scène anglaise, Ninja Tune, Bonobo, Cinematic Orchestra à l'époque, Amon Tobin, etc. Et de par là, je suis arrivé à la French Touch et à ce qui se faisait en France, mais beaucoup plus tard. Tu pas arrivé à la musique pour rien. Tu avais quand même un petit background familial. Carrément. Et aussi, tu as toujours eu ce goût pour justement les logiciels ou les jeux vidéo, et donc ce côté un peu geek. Ouais, grave. Et c'était un peu ma manière à moi de voyager aussi quand j'étais enfant, ado. Tu vois, on n'a pas fait beaucoup de voyages avec mes parents, mais par contre, moi, mes voyages, c'était des voyages imaginaires et c'était via les jeux vidéo, quoi. Gamin des années 90. On a connu la bascule dans l'ère des jeux en 3D, et du coup, d'un coup, j'étais là sur Rayman 2, sur des titres comme ça qui sont un peu emblématiques. Je voyageais, quoi, vraiment, quoi. Et c'est de là que j'ai tiré cette espèce d'amour pour un peu le voyage à l'intérieur et des créatures un peu bizarres et des mondes qui n'existent pas et tout, quoi. Et alors, c'est quoi ton jeu préféré all time ? C'est hyper dur. C'est hyper dur, mais tu vois, je cite Rayman 2, je pense pas par hasard parce qu'il a été fondateur dans énormément de choses, et je pense que c'est si je devais amener mon gamin aux jeux vidéo, je lui filerais Rayman 2. Tu vois, okay. Je pense que ce serait ça.
Peut-être qu'ils trouvaient ça un petit peu vieux visuellement, mais putain, l'ambiance, c'était un truc de ouf, quoi. Ouais, c'est clair. Donc moi, j'aimerais qu'on comprenne déjà, avant de parler vraiment de train, toi, tes contraintes en tant qu'artiste, au niveau de tes tournées, etc., combien de déplacements tu fais par an, quelles sont les distances, etc., pour qu'on saisisse un peu les besoins de mobilité que tu as. Bah, c'est un truc assez vertigineux, ça dépend des années. Tu sais, il y avait eu un site à un moment donné qui était mis en ligne pour calculer le bilan carbone des gens. Et moi, j'avais fait le test et j'étais 70 fois au-dessus de la moyenne ou un truc comme ça. C'était une année où j'avais beaucoup voyagé. Mais donc, il y a un vrai truc, surtout quand tu es tout seul, entre guillemets, un DJ, du coup, qui est facilement transportable. Tu vois, tu peux avoir facilement un plan à droite, à gauche, à l'autre bout de la Terre, etc. Parce que c'est facile de te transporter, entre guillemets. T'es pas un groupe, t'as pas de matos. Donc, tu peux vraiment être mobile. Et du coup, ça te fait avoir un bilan carbone qui est monstrueux. Et c'est du coup, ouais, sur un an, si je devais synthétiser ça sur une année un peu type, ce serait, je vais au moins 2 fois par an sur un autre continent. Et en France, généralement, une année comme celle-ci, je vais dans toutes les régions, dans toutes les villes principales de France. Et là, cette année, on a fait aussi 16 capitales européennes, quoi. Donc c'est quand même un énorme parcours, quoi. Ouais. Et par exemple, le plus loin que tu aies fait sur la planète, c'est quoi? C'est l'Australie? Tahiti. Pile poil, l'autre côté, quoi. Ok. Ouais. Bon, c'est pas mal, c'est bien. Ouais. J'ai fait Nouvelle-Zélande aussi. Australie, Nouvelle-Zélande, c'était le max. Et puis là, c'était l'hiver dernier, Tahiti. Ok. Ouais. Alors justement, tu es venu un peu nous parler d'une tournée que tu as faite, où justement, tu t'es posé la question de cette mobilité, tu as essayé de te dire, bon, comment on peut faire en sorte de réduire au maximum l'avion? Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Combien de dates ça représentait dans cette tournée? Comment tu t'es déplacé? Est-ce que ça t'a aidé à t'inspirer? Enfin voilà. Du coup, c'est cette tournée dont je parlais des 16 capitales européennes. Et en fait, on a réfléchi ça avec mon régisseur et avec mon tourneur aussi. Comment faire en sorte de minimiser l'impact carbone qu'on peut avoir sur la tournée, sachant que le nerf de la guerre, c'est vraiment le transport. La première idée, c'était de se dire, OK, comment on peut construire cette tournée de manière à ce que les destinations ne soient pas des sauts de puce entre des coins différents de l'Europe. Tu vois, déjà, essayer de mettre des dates bout à bout qui pourraient se joindre à un minimum de distance. Et finalement, on a réussi. Et ce qu'on a réussi à faire en plus, c'est donc on a pris 2 fois l'avion sur 16 dates, et tu vois, pour faire Paris-Stockholm, et après on a fait Stockholm, Copenhague, Hambourg, Berlin, Munich, Lausanne, tout en train. Et c'était hyper intéressant parce que en temps normal, ou en tout cas il y a 6-7 ans, j'aurais fait la même tournée en prenant juste l'avion entre chaque date. Et là, en fait, on a ressenti le trajet. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais en fait, l'avion, il y a un truc très très détaché de l'humain, parce que du coup, tu fais un trajet très long, une distance très grande, dans un temps très court, et ton corps, il comprend pas ce truc-là. On n'est pas fait pour voler dans les airs, tu vois. On n'a aucune notion de ce que ça représente, la distance qu'on a parcourue dans notre corps. Alors que le train, il te fait ressentir ce truc-là. C'est long, tu passes par plein de paysages, la distance, tu la vois être parcourue, en fait. C'est ça la différence avec l'avion, quoi. Et ça a été hyper sain. Je sais pas comment dire ça. Et j'ai l'impression d'avoir vraiment été en meilleure santé, alors que on passait beaucoup plus de temps dans les transports. On se levait beaucoup plus tôt, parce que des fois, c'était à coup de, 7 heures de train. Ouais. Copenhague, Hambourg, sur la carte, c'est petit, mais en fait, c'est 7-8 heures, je sais plus, un truc comme ça, et on doit faire tout un trajet et tout. Et mais ça a été un truc où on s'est senti mieux dans notre corps en faisant ça comme ça, plutôt que de prendre l'avion 1000 fois, quoi. Et puis j'imagine aussi que le côté, t'es dans un train pendant plusieurs heures, et en fait, c'est plutôt plus confortable que l'avion parce que t'as pas à passer la sécurité, machin, t'es plutôt mieux assis, etc. Et puis aussi, bon, alors même si tu peux capter, etc., mais ça te force un peu à déconnecter. T'es un peu là, bon, de toute façon, je suis dans le train, j'ai pas d'autre chose à faire forcément que de regarder le paysage. Ouais. Et ça peut avoir un côté aussi assez reposant, quoi. Bah, carrément, c'est un peu méditatif même. T'as un truc où tu prends le temps aussi de faire des choses. Plus pour toi, t'as un programme. Toi, tu te dis genre, bon, là, je vais regarder le paysage, je vais me chercher un café à la voiture. Enfin, tu sais, il y a une vie, en fait, qui s'organise dans le train, quoi. Et tu fais une sieste, et puis tu te réveilles, et puis, en fait, t'es encore dans le train pendant tant de temps. Et tu vois le paysage qui bouge. Et ça, c'est vraiment un truc, dans l'avion, t'as vraiment ce truc plat. Alors, c'est très beau,
Mais bon, c'est très beau pendant 6 heures, c'est quand même c'est un peu tout le temps la même chose, quoi. C'est blanc, Ouais. c'est des nuages. Et en fait, le train, il y a un vrai truc c'est l'évolution du paysage qui te fait aussi te dire, je suis en voyage, quoi. Et c'est beaucoup plus ressourçant, quoi, comme tu dis, quoi. Enfin, est-ce que tu peux nous dire à quel point c'était compliqué justement tout l'aspect pré-production, où genre vraiment tu vas essayer de faire en sorte de faire un itinéraire un peu cohérent, de pas faire des allers-retours, etc. Est-ce que, parce que bon, ceux qui bossent pas dans le milieu, je pense que c'est difficile à mesurer, quoi. Ouais, bah en plus, t'es pas du tout en position de force. C'est-à-dire que toi, tu émets ce souhait-là. Du coup, tu le dis à ton agent, qui lui va faire en sorte, qui va appeler les salles et qui va dire, bon voilà, j'ai ce projet sur la route. Est-ce que vous êtes chaud de le faire en concert? Mais eux, ils ont un planning. Chaque salle a son planning avec son truc. Donc là, il y a potentiellement un trou. Il faut s'y prendre vachement plus à l'avance si tu veux un vrai truc très très cohérent. Tu vois, on a eu ce truc sur la tournée une fois où on a fait... c'était Hambourg-Berlin, ensuite on faisait Lausanne et ensuite Munich. On a eu de la chance parce que c'était vraiment de repasser de l'Allemagne, la Suisse et revenir en Allemagne. Mais c'était... L'objectif, ça aurait été de faire tout l'Allemagne, ensuite tout la Suisse, ensuite machin. Du coup, c'est vraiment un coup de bol, quoi. On a réussi à faire ça et à joindre vraiment les trucs. Et tu vois, l'autre fois où on a pris l'avion, c'était pour faire Paris-Milan. Parce que là-dessus, on n'a pas eu de bol, tu vois. On faisait Lausanne, la dernière c'était Munich, on aurait pu faire Munich-Milan. La salle à Milan avait pas de place le week-end où c'était bon. Du coup, il y avait une semaine de battement. Du coup, on s'est dit, bah non, on va rentrer chez nous. Déjà, laver nos caleçons, tu vois. Parce que ça faisait 2 semaines qu'on était sur la route. Et puis, du coup, tu reprends l'avion pour y aller, quoi. Parce que il y a aussi le truc de comment articuler cette tournée-là en train. C'est aussi un coût. Voilà, on n'a pas évoqué ce sujet-là, mais en fait, le train est beaucoup plus cher actuellement que l'avion, et du coup il y a un truc où tu dois vouloir investir de ta poche pour sauvegarder la planète. Il y a un truc où c'est Est-ce que c'est vous qui prenez en charge justement ce surcoût, ou vous arrivez quand même à le faire prendre en charge par les salles? Ça dépend. Ouais. Ça dépend des salles, ça dépend des productions. Il y en a qui sont d'accord de le faire. Généralement en festival, ils sont assez d'accord de prendre ça. Mais là, je crois dans la tournée européenne, je crois qu'on a quasiment tout pris. Ouais. Et du coup, c'est une économie de ouf. Et surtout qu'en plus, quand tu leur dis tu vois, quand tu te dis à la salle ou à la production, l'artiste voyage en train, du coup c'est plus cher. Du coup ils vont être là en mode, bof, quoi. Tu vois, genre, peut-être pas, quoi. Mais ça va peut-être changer. Peut-être que. Ouais. Enfin, je pense qu'on est de plus en plus nombreux quand même à vouloir garder carrément. Un monde vivable. Donc, puis le monde artistique a peut-être un petit cran d'avance, je pense, aussi à ce niveau-là. Il y a un truc, en tout cas, c'est facile d'éveiller les consciences et c'est facile d'aller chercher les gens là, dans ce milieu-là, ouais. On a un truc où c'est un terrain friable, quoi. Quand je vois les festivals aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont ce positionnement un peu éco-responsable, etc. Carrément. Donc, faire venir des artistes en train, ça fait partie aussi de... Complètement. Il y en a qui sont maintenant, tu vois, je crois que c'est Wheel of Green. Ils font plus venir des artistes en avion, mais genre, c'est mort, quoi. Ouais. Et c'est hyper cool, c'est un truc de ouf. Même les artistes qui viennent d'Angleterre et tout, les grosses têtes d'affiche inter qui sont côté anglais, ils les font venir par l'Eurostar et tout, et c'est hyper cool, quoi. Puis en plus, j'imagine qu'il y a quand même suffisamment d'artistes de qualité en Europe pour pas forcément avoir besoin de faire voler quelqu'un. Complètement. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu as une idée, toi, de justement le surcoût que ça peut représenter? Enfin, c'est plus ton régisseur qui a dû gérer ça, j'imagine. Ouais, en vrai, je saurais pas dire vraiment parce qu'en plus, les prix sont méga fluctuants dans les avions. Du coup, ça peut d'un coup passer, ça peut d'un coup s'équilibrer. Mais généralement, c'est quand même, ça peut être jusqu'à 50% plus cher, tu vois, de prendre le train, quoi. Et ça dépend des compagnies, c'est pareil, ça dépend des pays. Il y a des pays où les compagnies sont pas méga chères et d'autres où c'est super rush, de ouf. Je crois qu'en Allemagne, c'est plutôt un peu moins cher qu'ici. Il y a des trucs, on a eu des bonnes surprises, mais globalement, c'est quand même plus cher de ouf. La prochaine fois, tu nous appelles ? On te dégote un pass interrail et tout. Carrément, en plus, ça aurait grave valu le coup là, de se déplacer avec le truc. Moi, je pense que c'est super important que tu en parles, parce que ça peut donner l'idée à d'autres artistes, quoi. Bah ouais, carrément. On a trop le réflexe de l'avion, parce que, je sais pas, les nouveaux artistes, la nouvelle génération, je pense peut-être moins. Mais en tout cas, tous les artistes, tu vois, qui sont déjà installés depuis un moment et qui ont commencé comme moi il y a genre 10 ans, c'est un vrai virage à prendre, un vrai virage à la fois mental et économique, parce que du coup, voilà, ça coûte plus cher. Au départ, en tout cas, de mettre en place le processus. Et là, moi, j'en suis au stade, du coup, maintenant, à réévaluer. Ça paraît évident comme ça, tu vois, parce que je pense que la nouvelle génération d'artistes se pose beaucoup plus la question, mais à évaluer si, quand j'ai une offre pour aller jouer à l'autre bout de la Terre, si ça vaut vraiment le coup. Ouais. Et en fait, je me dis,
c'est mort, quoi. Si j'ai juste un plan, une date dans un pays qui m'oblige à prendre l'avion pendant 7 heures, bah j'y vais pas. Je vais refuser le truc pour raison écologique. En fait, invoquer la cause écologique d'accepter une date ou pas, c'est quelque chose qui est très nouveau, qui est accepté par beaucoup de promoteurs, mais qui est aussi regardé comme un truc un peu chelou de la part d'un artiste, tu vois, de dire bah mec, ça veut dire que tu veux pas que ta carrière avance. Non, c'est pas ça en fait. J'ai envie de pouvoir vivre sur une planète. Tu sais, genre il y a un truc. C'est un peu. On est dans un système capitaliste de base et même le marché de l'art est complètement soumis à ce truc-là. Ça s'appelle le marché de l'art, tu vois. Et du coup, d'un coup, on se confronte là au capitalisme en fait. À te dire, est-ce que tu veux que ta carrière elle continue de croître ou est-ce que tu veux volontairement te dire, en fait, je vais refuser une expansion au nom de l'écologie. Il y a une vraie question politique en fait, de ouf à se poser quoi. Et c'est là où tu vois, c'est là où en fait on est rattrapé par ce truc on est politique quoi. Tous les artistes, tout ce qu'on fait, tout est politique. Et c'est, je pense, candide de se dire qu'on n'est pas politique, qu'on n'a aucun bord, qu'on n'a aucun truc. Ça, c'est un truc politique. Si on a envie de vivre encore demain sur une planète viable, il faut se poser cette question, quoi. Enfin, mon exemple particulier, c'est moi, j'avais la moitié de mes revenus qui dépendaient de compagnies aériennes en 2019, et j'ai pris la décision d'arrêter complètement l'avion. Mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a un virage à prendre, parce que si t'es le premier un peu à le faire, je trouve ça te distingue, tu vois, limite, tu peux avoir un peu de la visibilité grâce à ça, et ça peut presque t'ouvrir d'autres opportunités. Carrément. Mais pour un artiste, parce que vous, en fait, c'est difficile forcément de communiquer là-dessus. C'est pas comme un youtubeur. En plus, ce qui est difficile, c'est que même en faisant ce geste-là, on n'est toujours pas légitime aux yeux de la perfection militante, tu vois. Il y a toujours cette espèce de target, en plus, quand tu communiques là-dessus, en tant que personne qui voyage beaucoup, et que tu fais toi tes efforts, les gens ils vont toujours voir que la personne qui voyage beaucoup, pour comparer à eux. Et du coup, c'est difficile de proposer un angle par lequel les gens vont s'identifier. Parce qu'ils sont forcément détachés de ton quotidien, tu vis forcément une vie qui est trop bizarre pour eux, quoi. Le truc qui est cool, c'est d'amener cet angle d'attaque-là dans le milieu pro, quoi. Moi, c'est un petit peu ce que je fais via les assos type, tu vois, Music Declares Emergency ou DJ for Climate Action ou des trucs comme ça. On s'en parle entre nous et on est là, en fait, c'est possible de faire ça. Tu sais, je suis assez proche de Déborah Mlabagar, tu vois, qui fait que ça, qui fait que du train et tout de ouf. Lui, il est encore plus extrême que moi, dans le sens c'est no-go l'avion et tout, et c'est hyper admirable. Moi, j'en suis pas encore vraiment là, mais la target, c'est ça, quoi. C'est tu penses y venir quand même à faire que du train, ouais. Et je pense que là, dans les années futures, en plus, ça va avec aussi une espèce de restructuration en ce moment de mon projet et tout, mais de moins partir loin, de moins en moins, et du coup, au final, de me développer que dans des territoires que je choisis, et pas y aller tout chousse partout sur la planète en même temps. C'est développer dans des territoires que je choisis qui sont limitrophes, tu vois, avec la France et qui du coup qui sont accessibles qu'en train et tout machin. J'en avais parlé vachement avec les gens qui m'ont reçu à Tahiti, parce que c'était une grosse question Tahiti, tu vois. C'était l'hiver dernier, j'étais déjà dans ces problématiques-là. Ce qui était cool, c'est que j'ai réussi à faire 3 dates là-bas. Ah ouais, 3 dates quand même. Ouais, sur différentes îles et tout, tu vois, et à joindre l'utile et l'agréable et de passer aussi, de prendre des méga vacances et de me dire, ok, ouais, en fait, je vais profiter de ce temps-là aussi pour chiller et puis me renseigner aussi sur le truc, tu vois, genre, je suis allé voir des assos qui défendaient le récif corallien et tout machin, on a fait plein de trucs ensemble et tout, c'était mortel. J'ai découvert plein de trucs, j'ai appris plein de trucs sur le corail qui m'a donné envie de m'engager de ouf dans cette cause-là aussi. Du coup, j'ai mis ce temps-là aussi un peu à profit. Et en fait, on en parlait parce que les mecs disaient grave, on est complètement d'accord avec toi sur le côté écolo, de pas venir, etc. Mais en fait, ils disent le problème de ça, c'est la réclusion culturelle de certains territoires. Et ils disaient finalement si on avance vers ça et c'est chambé. Mais en même temps, du coup, tu vois, des territoires comme Tahiti, même la Réunion, tu vois, enfin, en fait, les îles qui appartiennent au dom-tom et tout françaises, qui sont loin et qui ont plus accès à ce truc culturel, ça fait des territoires qui vont être vachement en retard sur le truc. Et en fait, tu vois, en allant là-bas, que les gens, ils sont méga contents que tu sois là, quoi. Et c'est un vrai game pour eux, quoi. Un artiste de la métropole qui vient, c'est genre, c'est le roi, quoi. Et c'est méga agréable et tu sens l'importance que la culture a dans ces territoires-là. Donc, il y a un vrai truc à doser bien. Tahiti, ça peut être. Alors, Tahiti, c'est compliqué parce que c'est vraiment au milieu de rien. Ouais. Et t'as vraiment genre 4-5 heures d'avion pour aller dans n'importe quel autre pays à droite à gauche.
le but du jeu, ce serait d'arriver à joindre des tournées dans ces coins-là de la Terre qui sont un peu plus loin, et puis de faire en sorte de rester là-bas un bon bout de temps, quoi. On pourrait imaginer qu'il y a un traitement un peu de faveur pour les insulaires. Il y a un truc comme ça. Si à la limite, on pouvait se dire ça et se dire, ok, en fait, on fait que du train, et l'exception, c'est pour ces territoires-là qui sont un peu pénalisés par leur géographie, en fait. Déjà, on polluerait vachement moins, quoi. Ouais, parce que en soi, le sujet, c'est pas d'arrêter complètement l'avion. Non. Il y a des cas spécifiques où c'est vraiment indispensable. Les questions de santé, pour accéder à des territoires comme ça, super isolés, etc. Ma question, c'est à quel point tu penses que c'est déclinable, justement, ce genre de décision que tu as pu prendre sur la tournée, ou des décisions encore plus, on va dire, radicales comme celle de Déborah M. Labagarre. À quel point c'est déclinable à l'ensemble du milieu artistique ou musical? Je pense que c'est un truc vers lequel tout le monde va aller gentiment. Je vois comme les festivals, tu vois que ça fait plaisir que des festivals comme We Love Green se mettent vraiment à défendre ce truc-là et à l'appliquer. C'est déclinable dans la mesure où tout le monde se met d'accord pour se dire que la décroissance, c'est le futur. Et c'est un mot qui fait méga peur parce qu'on a vachement diabolisé cette notion-là de décroissance. Enfin, c'est vraiment l'anticapitalisme absolu. Mais en fait, il y a beaucoup. Les festivals généralement mènent la danse sur ce sujet-là, et c'est trop cool parce qu'ils ont énormément de poids, énormément d'influence. Et en fait, je pense que ça se met gentiment en place, quoi. Qu'on va vers un truc où il n'y a plus que du train, où c'est des artistes locaux entre guillemets, c'est-à-dire dans un radius de, je sais pas, 1000 km, tu vois. On peut les faire venir. J'ai l'impression qu'en tout cas les consciences s'éveillent vachement là-dessus et qu'on est sur la bonne voie de ouf, quoi. Et puis si on commence, tu vois, à mettre en place ces genres de choses, je sais que des artistes comme, tu vois, Pomme, qui a de plus en plus de poids médiatique, etc., elle met des trucs en place géniaux sur sa tournée, elle fait, tu vois, comment dire, elle met en place des plateformes de covoiturage pour venir à ses concerts. Sur place, il y a des points de collecte de vêtements usagés, il y a des trucs, enfin c'est costaud, quoi. Super. Et elle fait ça avec sa sœur, avec qui d'ailleurs je suis depuis très récemment en contact pour mettre des choses aussi en place sur ma tournée. C'est trop cool de se sentir soutenu dans cette démarche-là. Ça vient pas que de moi. Je sais que mon équipe technique est très sensible à ce sujet-là, et que mon agence de booking est aussi vraiment dans ces questions et essaye de mettre en œuvre quelque chose pour que ce soit cohérent avec mon discours aussi, tu vois. Et ça fait du bien, en fait. C'est génial. On est plein dans la mêlée, quoi. Moi, j'aimerais que tu nous racontes justement par rapport à cette tournée, si t'en as, une anecdote qui t'a marqué négativement et une anecdote qui t'a marqué positivement. Bah, positivement, en fait, il y en a plein. Parce que du coup, d'un coup, ton voyage, il se décuple fois 1000. Il se passe beaucoup plus. Il y a un temps qui est beaucoup plus long, qui est dédié au voyage, parce que tu prends le train. Et du coup, il y a plein de trucs. En fait, il y a des anecdotes positives et des anecdotes marrantes. Ouais. Il y a genre, les anecdotes marrantes, c'est on a pris le train à Berlin. On faisait Berlin-Zurich. J'avais oublié Zurich dans la tournée. C'était un train très tôt, du coup, 8-9 heures, un truc comme ça, à la gare de Berlin, l'énorme station là. Et en fait, c'était un jour de match, et c'était Berlin contre Brême. Et genre, Brême, ils ont un club de supporters assez connu. Enfin, en tout cas, quand on a pris le train et qu'ils ont commencé à descendre du train, mon régisseur il m'a dit ah ouais, c'est les trucs machin de Brême. Et en fait les mecs de Brême, ils ont cette réputation, c'est un peu des punks, tu vois, et ils sont arrivés donc à 10h du mat, ils sont descendus, ils étaient mais genre des centaines à descendre du train bourrés, mais genre à 9-10 heures, quoi, mais dans un état de déchéance, et on était là, mais qu'est-ce qu'on est en train de regarder comme scène, quoi. Et on se disait, tu vois, en plus c'est pas français, c'est pas l'image d'Épinal qu'on a des Allemands. Et là, vraiment, on avait des Allemands, déchaînés, avec leurs canettes. Ils ont laissé le train dans un état. Les gens qui restaient dans le train, ils étaient traumates. On est monté dans le train et tout, les gens, ils étaient là, genre. Ils venaient de se taper Brême-Berlin avec une horde de mecs trop bourrés et tout, à 9h du mat, enfin, genre, le truc de ouf. Ça, c'était vraiment hyper drôle. Et l'anecdote, genre, positive, genre, trop jolie, on a fait un bout d'Europe de l'Est après. On a fait Prague, Budapest et Košice en Slovaquie. Et en fait, le trajet Budapest-Košice, c'est on commence à aller vraiment vers l'Est, vraiment vers les trains de l'Est, ceux qui connaissent ce qu'on fait genre les Balkans en sac à dos, ils savent de quoi je parle, quoi. C'est folklorique. Ouais. Et les trains, c'est chambé. Du coup, on a pris un train méga vieux, sans trop savoir, c'est juste quelqu'un sur le quai qui nous a dit ouais, celui-là, il va à Košice, dans une langue qu'on comprend pas. Et du coup, tu montes dans le train, tu prends ce train, c'est trop bien, t'arrives à Košice, la station de Košice, c'est pas vraiment une station. C'est genre vraiment comme il y a dans les films, un peu genre un bout de béton avec un poteau. Et puis le train, il s'arrête.
Et puis tu sais pas trop si c'est parce qu'il est en panne ou si c'est parce qu'il est arrivé quelque part, tu vois. Et puis du coup il y a un contrôleur qui hurle, tu vois, dans le couloir en mode ah Košice, Košice. Donc on descend à Košice, on est sur les voies quoi, tu sais, sur les voies. Et puis on était là avec notre sac, notre matos en mode bon bah let's go quoi, avec que des vieux wagons, des trucs, ça faisait presque urbex, tu vois. Alors que bon, tu vois, Košice en soi, la Slovaquie c'est chill, c'est pas la Bulgarie ou l'Ukraine, tu vois, c'est pas des pays qui sont méga reclus. Mais il y a encore ce genre de paysage et en fait ça fait trop du bien. En fait t'es là avec ton sac à dos, ton truc, ton matos, tu joues à un concert là-dedans et puis t'arrives là-dedans, t'as vraiment l'impression d'être into the wild et ça fait trop plaisir quoi. Et justement, ces découvertes un peu surprenantes, est-ce que ça t'inspire dans ton processus artistique? Est-ce que ça t'aide à... Ouais, oui, parce qu'il y a un truc très poétique en fait qui se dégage de ce genre d'aventure. Comme tu vois, le Transsibérien a pu inspirer Tilassine. C'est effectivement le train, il y a une vraie dynamique. Je sais qu'en plus on en parle vachement avec lui, avec Tilassine, parce que lui il est très inspiré par les voyages réels et moi très inspiré par les voyages un peu imaginaires. Et moi c'est plus que le train et le voyage en soi va générer comme sensation et comme sentiment en moi qui va m'inspirer plus que le voyage en lui-même. Là où William il est très voyage concret. C'est vraiment le trajet en train, les expériences humaines, tourner vers l'extérieur quoi. Alors moi c'est plus introspectif ce qui va se passer quoi. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres projets justement un peu de tournée bas carbone ou de voyage bas carbone même en perso? Est-ce que t'as... Bah ouais, en fait on en parle là pour l'année prochaine parce qu'on est en train de booker un peu la tournée des festivals et du coup on se demande comment on peut mettre ça en place. Le vrai truc c'est que quand on tourne à plusieurs, comme nous là on est, tu vois, on est 9-10 sur la route, du coup on a besoin d'un tourbus. Donc on voyage pas en train, on est vraiment genre en bus, on dort dans le bus, etc. machin. Et je crois qu'il commence à y avoir, mais il faut qu'on se renseigne des tourbus qui roulent à l'hydrogène ou des trucs comme ça. En fait, ça se met en place gentiment et il y a des boîtes qui prennent le pas. Faut que je me renseigne, pour le coup, j'y connais rien. Mais ça, c'est un des axes. Pareil, faire un routing qui soit cohérent dans les festivals et pas faire d'un coup... je me souviens d'une année où on a fait Dour et le lendemain, je jouais aux Vieilles Charrues. Donc ça, c'était monstrueux comme trajet, et on faisait tout en tourbus, donc en fait, on traversait toute la France en bus, etc. Et ça, c'est pareil, on essayait de réfléchir à un routing un peu cohérent. Après, les festivals, c'est encore pire que les salles, parce que du coup, eux, les festivals, ils ont leur date, c'est comme ça. Et donc en fait, si tu as deux festivals chambés qui t'acceptent, genre Dour et les Vieilles Charrues, bah, tu vas pas leur dire non, pour des raisons écologiques, enfin, ou si, mais c'est hyper compliqué. En vrai, perso, des petits voyages prévus? Et en perso, pour l'instant, pas trop de voyages prévus, mais c'est une question qui est de plus en plus proéminente dans la gestion des voyages et dans la gestion des vacances. En mode, où est-ce qu'on va? Est-ce que vraiment on y va? Et comment on y va? Et c'est un vrai truc, tu vois, de questionnement qui avant n'était pas autant là du tout, tu vois. Il y a 10 ans, c'était vraiment un truc où je me posais moins la question. Je me disais, bon, c'est pas terrible. Et là, maintenant, c'est un vrai poids dans la balance, en fait. Se dire, OK, non, là, c'est très très loin, donc il faut qu'on vraiment... qu'on choisisse et qu'on fasse le pour et le contre, quoi. Bah écoute, c'était passionnant en tout cas. C'était super intéressant surtout de voir un peu cette approche pour un artiste comme ça. Est-ce que tu peux peut-être dire aux gens où est-ce qu'on peut te suivre? Facebook, TikTok, bon Facebook moins. Mais c'est Instagram peut-être la plateforme que je maîtrise le mieux, qui est le plus de ma génération. Alors c'est Fakir Music sur Insta, et c'est du coup F-A-K-E-A-R, et musique à l'anglaise, tout attaché. Et pareil sur TikTok, et pareil un peu partout en fait. Et puis sinon je suis sur toutes les plateformes Fakir, F-A-K-E-A-R. Plateforme audio, genre Spotify, Deezer, Apple, etc. Super. Et ben écoute, un grand merci Fakir d'être venu. Merci également à la directrice de la gare de Lyon de nous avoir accueillis dans ce lieu exceptionnel. Et puis je te dis à bientôt dans le train. Merci, ciao. Mesdames et messieurs, vous êtes arrivés à destination, terminus du train. Assurez-vous de n'avoir rien oublié et de vous abonner au podcast et à nos réseaux si ce n'est pas déjà fait. Toute l'équipe Ourail et SNCF Connect vous remercie d'avoir passé ce moment en compagnie de la team Train et vous dit à bientôt pour un nouveau voyage sans avion.